sont là cet après-midi. S'il y en a qui sont pas là, ils ont qu'à me le dire. Hein. C'est juste pour voir si tout le monde est réveillé soit. Hein. Alec, il est toujours réveillé, mais... Alors, on y go. Albert est courtier immobilier. Il se voit confier un contrat de courtage pour la vente d'un somptueux immeuble dont le prix demandé est $600,000. Considérant que cette vente pourrait être très rémunératrice pour lui, il décide de mettre de côté les autres dossiers dans lesquels il est impliqué pour se consacrer exclusivement à ce nouveau défi. Est-ce qu'il agit en conformité avec les règles de déontologie selon vous? Non. Non. Effectivement, oui, regardez. C'est l'article 4, je crois. L'article 62, je parle du règlement. Le courtier ou le dirigeant d'agence doit exercer ses activités avec prudence, diligence et compétence et faire preuve de probité, de courtoisie et d'esprit de collaboration. Non, c'est pas celui-là. Alors, vous m'avez dit 4, vous? 63. 63. Honnêtement, 62, 63, ça colle, là. Ben, même 77 dans ce temps-là s'appliquerait également. On va voir. Sam, j'ai pas ce dossier-là non plus. Non, pas 77, ça serait pour un autre cas. Mais oui, ça peut s'appliquer aussi parce qu'il faut avoir une disponibilité raisonnable. Mais le 77, il s'applique aussi, mais il vise plus quand on doit se faire remplacer. Dans le cadre, c'est mis, il doit offrir ses services sans distinction. Il faut trouver l'article où il parle. Il y a un article équitable. Diligence. Attends, où est-ce dans lequel il parle de diligence? Bizarre, c'est persuadé. Moi, je vois dans l'article 4, c'est marqué le titulaire de permis doit offrir ses services sans distinction, exclusion ou préférence, fondée sur un motif de discrimination. Ouais, mais là, c'est sûr que c'est une discrimination par rapport à la charte des droits et libertés. Là, c'est professionnellement, il laisse tomber un client parce que ça rapporte plus, il laisse tomber les autres. Donc, il y a un article où, alors, mon Dieu, c'est lequel, où on dit avec diligence. Bon, désolé, on trouve pas l'article, mais on a tous bien compris, on le retrouvera plus tard, à moins que Véronique l'ait trouvé ou Jessica. Non. Non, c'est pas grave, hein. Bon, pour une fois qu'on n'a pas trouvé, mais on sait que on doit toujours agir avec diligence, prudence, ça toujours. Alors donc, vous dites tout simplement que non, en fonction des règles de déontologie, il ne peut pas privilégier un client par rapport à un autre. Hein. Il doit agir avec prudence et diligence et compétence. Toujours pareil, le mot compétence vous aidera toujours. C'est l'article 62, ça, Sam? Courtier, gérant d'agent doit exercer ses activités avec prudence, diligence. Ah, voilà, c'est le 62. Je suis désolé, je vous dis avec mes yeux, je vois plus rien là. Hein. Merci Sébastien. Donc moi j'ai même rajouté l'article 63 parce que ça dit agent empreint d'objectivité, de discrétion et modération. Fait modération de transport, là, tu prends pas plus qu'un dossier. Tout à fait. C'est 62 au cœur. On peut mettre 63, on peut mettre aussi en complément 77. Mais le cœur, c'est ça, c'est la prudence, la diligence et la compétence, l'objectivité, la modération, c'est très bien. Alors, maintenant, la question 2. Jean, courtier immobilier, célèbre avec des collègues de travail l'anniversaire de la secrétaire de l'agence pour laquelle il agit. Il vin coule à flot, il se présente ensuite chez un client quelque peu éméché. Quand on va finir... Là, on va finir la semaine, là. Chacun va aller se prendre un petit verre de vin, j'espère. On a envie, hein. On a envie un petit peu. Moi, je bois pas beaucoup, mais j'aime bien apprécier une fois de temps en temps un petit verre de vin. Ça ferait plaisir.
fois par mois. Hein, Félix, toi, c'est une fois par semaine ou tous les soirs? Non, tu bois pas, toi? Bon, ben non, mais une fois par semaine, ça serait bien, mais moi, j'y pense jamais. Il faudrait que quelqu'un m'y fasse penser. Une fois par mois, aujourd'hui, par exemple, j'ai envie, voyez-vous? Bon, allez, je vous casse pas la tête, c'est pour essayer de vous réveiller de votre digestion, hein. Alors, Jean, courtier immobilier, donc célèbre avec ses collègues l'anniversaire de la secrétaire d'agence, le vin coule à flot, et donc il a dû boire pas mal. Il se présente ensuite chez un client quelque peu éméché, c'est-à-dire qui est dans, c'est lui, pour présenter une proposition de transaction. Alors, ce dernier, le client lui pose des questions et le courtier répond n'importe quoi, il tombe en ridicule. Est-ce une attitude répréhensible en vertu des règles de déontologie? Expliquez votre affaire. Juste pour être certain, dans cette question-là, le courtier tourne en ridicule, c'est Jean? Oui, c'est Jean, c'est le courtier, oui, qui tourne en ridicule les questions du client parce que c'est lui qui a bu. Parfait, c'est bon. Ben, il aurait dû reporter son rendez-vous, pour être honnête. Oui, c'est très bien. Regardez l'article 66. Le courtier ou le dirigeant d'agence doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Donc ça, c'est clair, c'est le 66. Alors, ici, on pouvait répondre oui, attention, oui, c'est-à-dire que c'est une attitude qui est répréhensible. La question, est-ce que c'est une attitude répréhensible qu'on peut reprocher? Oui, effectivement, il ne peut pas exercer dans son état et il aurait dû reporter le rendez-vous. Maintenant, la question 3, c'est Félix qui va répondre. Jean, courtier immobilier, travaille dans plusieurs dossiers, plusieurs sont sur le point d'aboutir, mais il a planifié un voyage, partir en vacances. Pourrait-il quitter même si ces dossiers ne sont pas tous finalisés? En fait, oui, il le peut, sauf que à ce moment-là, il se doit de demander à un de ses collègues courtier de prendre les dossiers en charge pendant son absence, donc de prendre la relève, puis moyennant sûrement qu'ils vont s'accorder sur une rémunération, une référence, une rétribution quelconque. C'est très bien, et c'est ça l'article 77. Alors effectivement, ce qu'a dit Félix, c'est très bien. Si on veut le dire le plus court possible, c'est oui, mais à condition de se faire remplacer en confiant ces dossiers à un autre courtier. Bien sûr, c'est provisoire. Oui, mais à condition de se faire remplacer en confiant provisoirement, si vous voulez, ces dossiers à un autre courtier. Et pour vous-même, article 77. Question 4. Albert souffre d'une maladie dégénérative. Son courtier immobilier lui présente une promesse d'achat. Le client hésite. Il croit que plusieurs des conditions de cette proposition ne sont pas acceptables. Son courtier lui dit qu'il serait préférable d'accepter vu son état de santé. Est-ce que le conseil de son courtier est justifié d'un point de vue déontologique? Non. Il incite un peu son client de façon pressante et abusive. Puis en plus, son client il est vulnérable vu son état de santé. Oui, c'est très bien. Donc, on voit l'article 72. J'étais en train de le lire. Le courtier ou le dirigeant d'agence ne doit... Alors, juste pour votre information, ces règlements, il n'a pas encore été arrêté définitivement depuis les modifications qu'il y a eu en 2018. Quand il va être arrêté définitivement, vous allez voir qu'on ne dira plus le courtier ou le dirigeant d'agence, on dira le titulaire de permis. Le jour où c'est remplacé par titulaire de permis, c'est que vous avez la version définitive, vous comprenez? Ils l'ont fait dans la loi sur le courtage
un petit peu, mais dans les règlements, ils l'ont pas fait. Alors donc, je m'excuse, je lis, le courtier ou le dirigeant d'agence ne doit pas inciter une personne de façon pressante et abusive à recourir à ses services professionnels. Et on vous donne l'exemple justement qui nous intéresse, notamment ou principalement, le courtier ou le dirigeant d'agence ne peut indûment, toujours pareil, c'est-à-dire sans que ça lui soit reproché, ne peut de quelque façon que ce soit influencer ou permettre que soit influencé ou juste tenter d'influencer des personnes qui peuvent être sur le plan émotif ou physique vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé, etc. Donc ici, très facile, non, il est contraire à la loi sur le courtage de presser une personne vulnérable, d'essayer d'influencer une personne vulnérable. Ça, je vous donne toujours une réponse courte. Et vous, si vous voulez en mettre plus, donner des détails, du moment qu'il ne faut pas contrarier ce que vous avez dit au début. Tant que vous rajoutez... J'ai juste une question pour, en fait, la question numéro 3, juste avant. Est-ce que moi, j'ai écrit dans le fond qu'il devait aviser et trouver un collègue, oui, mais j'ai écrit qu'il devait aviser aussi l'agence. Est-ce que c'est obligatoire ou non? Ben oui. Oui, c'est ça. Mais ça gêne pas. Parce que je me suis levée puis j'ai manqué comme la réponse de la question. La loi sur le courtage, elle ne le dit pas. Elle le dit pas dans cet article, mais elle dit... Non, mais dans notre réponse, il faut l'indiquer. Pardonnez-moi, dans notre réponse, si... Non, pas forcément. OK. Pas forcément. Moi, je vous répondais d'un point de vue dans la réalité, vous allez toujours le dire à votre dirigeant d'agence. Toujours. Ouais, ben, c'est ça que j'ai inscrit, mais je voulais savoir si à l'OSQ, nous pose cette question-là. Et ils accepteront que vous le mettiez ou que vous le mettiez pas. Parfait, merci. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est la vérité dans la vie pratique. Là, on vous a demandé qu'au niveau de vous partez en vacances. Est-ce que vous pouvez partir en vacances? Eh ben, vous pouvez L'article de loi qu'on a lu, il dit qu'il faut se faire remplacer. Il dit pas il faut prévenir le dirigeant d'agence. Mais, dans la pratique, tu es obligé parce qu'il y a généralement, tu dois toujours informer ton dirigeant d'agence de choses qui concernent l'agence. Donc, c'est très bien. Alors, on a fini le 4 et on passe au 5. Pierre se montre intéressé à déposer une promesse d'achat en vue de l'acquisition d'un immeuble résidentiel de moins de 4 logements. Que doit alors recommander le courtier à Pierre et comment peut-il faire? Bon, franchement, cette question, je l'ai mal posée. Je suis d'accord avec vous. On pouvait penser à beaucoup de choses, mais moi j'avais une chose dans la tête. Elle n'est pas objective, cette question, d'accord? Donc, regardez, mettez-vous dans l'inspection. Hein? L'inspection. Ben bravo, c'est ça, je voulais que vous me parliez de l'inspection. Pourquoi? Parce que si vous voyez dans le compte, je sais pas si je l'ai ici, ou dans la loi sur le courtage, ouais, il aurait fallu que je vous montre dans la loi sur le courtage. Donne-moi une seconde. Ah, attends. Non. Pour moi, c'est plus dans la loi sur le courtage, où c'est pas là. Il y a une partie qui parle de règles pour certains immeubles. Alors justement, on nous dit que si pour tous les immeubles résidentiels, principalement résidentiels de moins de 5 logements, il y a l'obligation de recommander vivement à un acheteur de faire une inspection avant d'acheter. Donc ici, la réponse, c'était effectivement de recommander à l'acheteur de faire une inspection. Maintenant, comment peut-il le faire? Vous avez dû voir ça un petit peu en fonction de travail. Comment on peut faire pour un peu guider qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pour guider... Hein?
Oui, il doit lui indiquer au moins 3 inspecteurs, mais qui ont la responsabilité professionnelle, qui sont inscrits ils ont l'assurance de responsabilité professionnelle. Alors, pas que ça, mais c'est vrai, donc vous l'avez étudié, maintenant je vois bien. Donc c'est très bien. Vous pouvez référer des inspecteurs, mais vous avez presque l'obligation. C'est pas vrai que vous avez, mais si vous voulez référer, il faut toujours une liste. Une liste, c'est au moins 2, ou 3, ou 4, ou 5. Et puis, l'OACIQ exige que l'inspecteur ou le professionnel, un bâtiment que vous allez référer, il obéisse à 4 conditions. La première, il doit, comme dit SOA, il doit être assuré. Il doit avoir une assurance pour sa responsabilité professionnelle. La deuxième, il doit faire un rapport d'inspection écrit. Tout le monde ne fait pas un rapport écrit. La troisième, je vais vous le redicter si vous voulez, mais vous allez voir si vous vous en rappelez. La troisième, il doit faire ce qu'on appelle une inspection conforme qui respecte les normes reconnues. Si on dit, dans une inspection, faut grimper sur le toit, faut aller dans le sous-sol, faut ramper dans le vide sanitaire, et voilà. Il doit respecter toutes ces choses-là. Et aussi, avant de faire l'inspection, il doit faire comme un devis, qui lui-même respecte des normes reconnues. Maintenant, attention. Voilà ce que nous dit l'OACIQ. Si tu veux conseiller un inspecteur, il faut que tu vérifies, toi, courtier, que cet inspecteur répond à ces 4 obligations. Tu as la responsabilité. Si jamais tu réfères un inspecteur qui ne respecte pas, voilà, notre responsabilité pourrait être mise en cause. Seulement, comme c'est beaucoup de travail pour nous, l'OACIQ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agréé des associations d'inspecteurs qui, eux, c'est lui, l'OACIQ, qui a vérifié. En fait, c'est l'association de tous ces inspecteurs qui a vérifié que pour adhérer à leur association, l'inspecteur devait respecter les 4 conditions, et l'OACIQ les a agréés. Donc, si vous recommandez un inspecteur qui fait partie d'une association reconnue, vous n'avez pas l'obligation de quoi? De vérifier les 4 conditions. Est-ce que c'est comme ça que vous l'aviez compris? Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes absolument pas obligé de référer un inspecteur qui fait partie des associations reconnues par l'OACIQ, mais vous avez intérêt, parce que votre rôle, c'est d'aller faire des ventes, pas d'aller vérifier si tu veux, par exemple, référer un inspecteur qui est un ami à toi, un membre de ta famille, qui vient de pouvoir être inspecteur. Tu as le droit. Mais il faut que tu vérifies qu'il a une assurance responsabilité professionnelle, qu'il fait un rapport écrit, qu'il effectue une inspection conforme aux normes d'inspection reconnues et qu'il offre une convention de service selon des normes reconnues. Est-ce que vous pouvez recommander est-ce que l'acheteur peut faire l'inspection par un ami à lui? Oui. Qui n'est ni inspecteur ni professionnel en bâtiment? Oui. Il n'a pas qualifié, non. Il n'est pas qualifié. Est-ce qu'il a le droit? Si, il a le droit. Il est libre d'accepter notre... Est-ce que vous pouvez lui recommander? Est-ce que vous pouvez lui recommander un ami, vous? Non. Non. C'est très clair. C'est clair et net. Vous pouvez recommander ou bien un inspecteur qui fait partie d'une association reconnue et vous n'avez rien d'autre à faire, ou bien un inspecteur qui n'est pas agréé, qui ne fait pas partie d'une association reconnue, mais vous allez vérifier les 4 conditions et c'est tout. Vous pouvez plus rien, hein, mais l'acheteur, lui, il peut faire l'inspection même lui-même s'il veut. Donc ici, c'était une question pour avoir l'occasion de parler de l'inspection, pour être sûr que... Hein, ça va? Alors je crois que c'était l'article... Dans les 80, on devrait le trouver.
Voilà, tu vois. 81. Le courtier ou le dirigeant d'agence doit recommander à la personne qui se propose d'acquérir un immeuble d'en faire effectuer une inspection complète par un professionnel ou un inspecteur en bâtiment qui, premièrement, détient une assurance responsabilité professionnelle. Deuxièmement, utilise une convention de service d'inspection reconnue. Troisièmement, effectue ses inspections conformément à une norme de pratique de l'inspection en bâtiment reconnue. Quatrièmement, émet un rapport écrit. Vous voyez que l'article de loi ne dit pas que tu dois absolument, recommander un inspecteur qui fait partie d'une association reconnue. Il te dit, fais ça, si tu veux recommander. Maintenant, si l'OACIQ l'a fait avant toi, ben, tu vas pas le faire. Ça, c'est l'article 81 de la loi, hein, Sam? Non, c'est toujours du règlement sur les conditions. Le règlement, OK. Ouais. J'ai pas bougé, là. Je suis pas sorti de celui-là. Non, dans la loi, on peut trouver l'obligation de faire l'inspection. Elle est déjà préannoncée dans la loi. Mais pas le détail. Vous vous rappelez que la loi, elle donne pas tout le détail. Alors, on est à question laquelle maintenant? 6. Alors, dans sa promesse d'achat, Michel veut y insérer, dans la promesse, une clause. On peut mettre des clauses, effectivement, à l'effet que celle-ci peut être annulée, que la PA peut être annulée si le vendeur, là aussi c'est une clause pour vous mettre en situation, ne parvient pas à obtenir du voisin immédiat une servitude de non-construction. Donc la problématique, elle est claire. D'accord? On veut mettre une clause en disant que l'acheteur peut annuler la PA si le vendeur n'a pas réussi à obtenir du voisin une servitude de non-construction. Ben, bien sûr, on a le droit de faire des clauses quand on fait une promesse d'achat, conditionnelle, autre déclaration et conditions. Après, du moment qu'on demande quelque chose qui n'est pas illégal, il n'y a pas de problème, ni qui est contraire au bon meurtre, pas de problème. Seulement, quand on écrit des clauses, en fait, de quoi doit-on s'assurer? Quand on fait une clause, à quoi doit-on faire attention? Quand nous, courtiers, on écrit une clause, eh ben, on remplace un avocat. Hein. Mais l'aspect légal d'abord? Oui, mais justement, c'est quoi l'aspect légal dans un contrat? C'est quoi qui est très important? C'est que le contrat, il soit pas annulé. Et quelles sont les 5 conditions? Là, on fait une petite révision du cours de droit. Quelles sont les 5 conditions de validité d'un contrat? Il y a 5 conditions pour qu'un contrat soit valide. Le consentement des deux parties. Le consentement. L'objet licite, légal. L'objet, la cause, la capacité juridique et la forme. Mais là, c'est le consentement. Là, on veut parler du consentement. Pourquoi? Si j'écris une clause, moi, en tant que courtier, il faut que je m'assure qu'elle correspond à la volonté, au consentement des deux parties. Très, très, très important. Alors ça, on est dans un article qui est un tout petit peu, on va voir. Vous voyez, le courtier, 85, non, informel, 86. Le courtier ou le dirigeant d'agence doit, pour assurer la protection de toutes les parties à une transaction, veiller à ce que leurs droits et obligations soient consignés par écrit et reflètent, c'est ça le consentement, adéquatement leur volonté. Voyez-vous? Il doit informer de façon raisonnable toutes les parties des droits et obligations découlant des documents qu'il leur fait signer. Donc ici, tout ce qu'on doit écrire doit refléter leur volonté. La réponse, on aurait pu dire ici que Michel doit s'assurer que ce qu'il écrit reflète, que ce qu'il écrit, que la clause qu'il écrit reflète la volonté des deux parties. Normalement, on pourrait même dire adéquatement, c'est ça qu'ils t'ont dit, non? Ouais, adéquatement, reflète adéquatement la volonté des deux parties, c'est ça. Tout ça, c'est pour nous préparer au cours de démarche.
On ne pourra pas écrire n'importe comment les choses, précisément, etc. Toujours penser aux deux. Même si je suis courtier d'un, faut que je pense à l'autre quand j'écris. Question 7. Gilles, courtier immobilier. Pardon, Monsieur Sand. Alors, on peut répondre oui, il peut insérer une clause, mais à condition qu'il Mais là, vous n'avez pas demandé est-ce qu'il peut. On avait juste dit de quoi on doit s'assurer. De quoi doit s'assurer le courtier? Alors, le courtier doit s'assurer lorsqu'il écrit sa clause, qu'elle reflète adéquatement la volonté des deux parties. Et Gilles, question 7. Courtier immobilier résidentiel sollicite Alain afin que ce dernier lui signe un contrat de courtage pour la vente de sa maison. Alain, donc ce dernier, Alain lui dit qu'il a également été sollicité par Robert. Donc il y a deux courtiers, Gilles qui veut le contrat de courtage et Alain, auprès d'Alain, et Alain lui dit mais j'ai déjà été approché par Gilles, un autre. Alors, par Robert, pardon. Alors Gilles, maintenant le premier courtier, lui parle à Alain de Robert à l'effet qu'il n'est pas compétent. Il est en train de casser du sucre sur le dos. Je sais pas si on dit casser du sucre au Québec. On dit quand on critique quelqu'un. Non. On dit casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Si vous cassez du sucre sur mon dos, c'est que vous êtes en train de me critiquer derrière. Tu comprends, me dénigrer. Alors donc, là c'est ce qui se passe. Gilles commence à dire du mal de Robert. Il n'est pas compétent. Et même, il dit qu'il a déjà été traduit devant le comité de discipline par le syndic de l'OACIQ. Que pensez-vous de l'attitude de Gilles envers son collègue Robert? Est-ce que vous croyez qu'un courtier peut dénigrer un autre courtier? Non. Et attention. Il y a l'article 93 et 94. On va aller voir. Merci. Alors, 80. Attends, 92 d'abord, je vois quelque chose. Le courtier ou le dirigeant d'agence, dans 92, ne doit... Attends, je vais le faire en plus grand, là, parce que moi, j'ai les questions des deux côtés. 92, ne doit pas dénigrer, ni tenter de nuire d'un autre titulaire de permis. Donc déjà, il y a le 92. 93, le courtier ou le dirigeant ne doit pas émettre une opinion sur une transaction. Bon, là... Moi, je dirais que c'est plutôt... 94. Oui. Le courtier ou le dirigeant d'agence ne doit pas utiliser une décision rendue par le comité de discipline, etc., qui porte préjudice à un autre titulaire de permis. Donc, on dirait 92 et 94 pour vous, si vous voulez relire, mais c'est bien, Félix, t'es pas loin, hein. Et puis, t'en as eu au moins un sur deux, c'est très bien. Alors, donc, 92, 94, en gros, ici, on peut tout simplement dire, avec nos mots, non, hein, c'est-à-dire on veut dire un courtier n'a pas le droit de dénigrer un autre courtier ou de dire du mal d'un autre courtier. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, il ne peut pas non plus utiliser une décision de justice, une décision du comité de discipline, pour lui porter préjudice. Donc ça, c'est en cours. Bon. Un courtier ne peut pas dénigrer un autre courtier. Un courtier ne peut pas utiliser une décision de justice à l'encontre d'un courtier pour lui porter préjudice. Avec vos mots, hein, ça marche très bien, en général. Quand c'est clair, quand on comprend ce que vous avez voulu dire, c'est très bien. Q8, question 8. René s'apprête à signer un contrat de courtage exclusif avec son client Paul. Alors là, je ne sais pas si vous y avez pensé, on va voir. Donc, il s'apprête à signer un contrat de courtage avec son client Paul. Que doit-il vérifier avant de conclure un tel contrat?
qu'il n'ait pas déjà signé un autre contrat avec un autre courtier? Très bien. Effectivement, cette question, parce qu'on a déjà fait, je sais qu'il y en a qui ont peut-être pensé à l'identité, tout ça, mais on l'a déjà fait, ça. Là, ici, c'est vraiment, je crois que c'est exactement ce qu'a dit Jessica. Attends. Moi, j'ai marqué que vérifier que Paul n'ait pas déjà signé de contrat avec un autre courtier. Oui, très bien. Exclusif. N'oublie pas de le dire. Jessica, c'est important. Parce qu'on a le droit, hein, comme j'ai expliqué, ah non, c'est pas votre classe, c'est hier, à une autre classe. Moi, je pensais que j'avais pas besoin de le signifier vu que dans la question, il était déjà marqué qu'il veut signer un contrat exclusif. Mais d'accord, mais il vaut mieux reprendre les éléments importants. Okay. Comme ça, on voit que tu as compris. Tu sais, ça te coûte rien. Ça te coûte un mot de plus. Mais hier, j'explique. C'est bien, Grandma. Pardon, tout le monde. Alors, hier, j'expliquais juste, c'est intéressant pour vous, à l'autre classe du soir. Selon vous, est-ce qu'il existe des contrats non exclusifs? Oui. De courtage. Selon vous, est-ce qu'il existe un formulaire de contrat de courtage non exclusif? Oui. Vous allez voir, la semaine prochaine, je vais vous envoyer 5 cahiers de formulaires en PDF. Ne les imprimez pas, vous allez dépenser beaucoup d'argent. C'est juste, je vous les ai classés pour que ça prend beaucoup de pages, hein. 5 cahiers. D'accord? Ils sont tous exclusifs. J'ai pas donné tous les formulaires de l'OACIQ, mais les plus importants. Si vous allez sur leur site, vous n'en trouverez pas qui ne sont pas exclusifs. Et pourtant, on peut signer un contrat non exclusif. Comment on prend un contrat exclusif et on raye exclusif partout. Partout où ça part d'exclusif, mais il faut faire attention, il y a des clauses qui sont liées. Quelle est la différence entre un contrat de courtage? Et c'est dommage que que Jessica ne soit pas là pour lui. Je voulais en même temps expliquer l'importance. Ah ben elle est revenue. Oui, j'entendais. Très bien. L'importance du mot exclusif. Alors, si par exemple je signe, il faut pas confondre quelquefois quand il y a 2 courtiers inscripteurs. On va supposer que, je sais pas, moi je veux vendre mon unifamilial, puis bon, j'aime bien Charles Etienne, c'est le fils d'un ami à moi qui vient de réussir son permis, j'ai bien envie de lui donner ma maison à vendre, mais j'aime bien Jessica aussi qui travaille dans le même boulot que ma fille, s'entendent bien, c'est des copines, elle aussi, elle est en train de devenir, elle vient d'avoir son permis. À qui je le donne? À Jessica ou à Charles Etienne? Alors bon, j'ai envie à la fois, je leur fais confiance à tous les deux, je les invite à la maison, je leur dis écoutez, si vous voulez, je peux vous donner la maison à tous les deux si vous voulez la prendre en co-inscription. Co-inscription. On va supposer qu'ils sont à la même agence, mais même s'ils sont pas à la même agence, ça marche. Alors bien sûr, eux, ils vont être très contents parce que ils ont rien, ils commencent et ça va leur faire les dents, comme on dit. Alors, à votre avis, combien de contrats je vais signer? 2. Ah non, 1, mais en co-contrat. Un seul. Pourquoi? Ouais. Parce que je veux un contrat exclusif. Dans un contrat exclusif, le contrat, il y en a un seul entre moi. D'ailleurs, il y aurait pu avoir moi et ma femme si la maison m'appartenait. C'est pas grave que du côté des vendeurs on soit un ou deux ou trois, peu importe. D'accord? Et de l'autre côté, il y a, au lieu d'un courtier, il y a 2 courtiers. Et alors? Il y a un seul contrat. Il est exclusif. Il y a et ils vont travailler en co-inscription. Ça veut dire que si je leur promets 5%, ils vont avoir, c'est pas moi qui décide, ils se débrouillent, mais normalement, si je leur ai donné à 2, j'ai pensé à eux 2, c'est sûr que je leur donne, ils vont se donner, ils vont se partager 2,5. Et c'est sûr que si un autre courtier amène un acheteur, et qui lui donne 2,5, eux, ils vont avoir 1,25 chacun. Mais ce que je veux dire, il y a un seul contrat. Il est exclusif. Même si c'est une co-inscription. Maintenant, regardez autre chose. Alec, il a très bien réussi dans les affaires. Il a beaucoup travaillé. Il a acheté plein d'immeubles. Et il a un super immeuble qui vaut 7 ou 8 millions de dollars en plein centre de Montréal. Un 5 historique avec, à la fois commercial et etc. Et lui, il dit, j'ai pas envie de donner un seul courtier. Il va chercher
belles têtes de vainqueurs, les 3 plus belles têtes de vainqueurs de Montréal, là, je vous dis pas de nom, hein, les 3 plus gros courtiers de Montréal, et il leur dit, écoutez, voilà, j'ai une maison, enfin, j'ai un édifice à 8 ou 9 millions de dollars, bref, je suis monté de 6 à 9 pour justifier que, et il leur dit, si vous voulez, ben, pas de problème, d'ailleurs, il est approché, il dit, pas de problème, je donne un contrat, mais pas exclusif. Donc, combien de contrats il va signer s'il y a 3 courtiers? 3 contrats. D'ailleurs, les 3 courtiers n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Tout à l'heure, il y avait une co-inscription entre Charles-Étienne et Jessica, donc ils vont collaborer ensemble. Ils vont collaborer pour la vente de ma maison. Collaborer dans le sens où ils vont se tenir au courant, il y en a un qui va aller chercher les clients, l'autre qui va lui faire... Parce qu'ils ont intérêt, ils vont gagner la moitié chacun. Là, les 3 courtiers, là, je vais signer 3 contrats différents. Mais pour pouvoir signer 2 contrats ou 3 ou 4, ils peuvent pas être exclusifs. Quand on dit exclusif, il y en a un seul. Est-ce que vous voyez la différence entre exclusif et pas exclusif? Alors faites attention à ça. Et les équipes, faut pas croire encore une fois, une équipe, je l'ai déjà dit, c'est encore même, on va dire, je signe un contrat avec Jessica et je lui donne ma maison toute seule. On va oublier Charles-Étienne pour l'instant. Et je lui donne 5%, et elle rentre à l'agence, et elle fait partie d'une équipe dans l'agence. Avec Charles-Étienne, Soua, avec Sébastien. Ils font une équipe, ils sont tous les 4 courtiers. Attention, ils ne forment pas une entité, ils ne forment pas une société, rien, ils n'ont pas le droit d'ailleurs. C'est chacun est courtier, ils sont tous rattachés à l'agence. Mais ils disent, tu sais, on va faire comme une équipe de foot. On n'est pas mariés, on vit pas ensemble. C'est-à-dire, on va jouer ensemble. On va faire les affaires ensemble et on va se partager. Tiens, soit toi, tu vas faire visiter les maisons. Toi, Charles-Étienne, tu vas séduire. Tu comprends? Et vous partagez, Jessica, vous allez convenir que tous ceux parmi les 4 qui amènent l'inscription, eux, ils ont 40%. Les 3 autres se divisent 20-20-20. La prochaine fois que c'est Charles-Étienne qui amène une inscription, c'est lui qui aura 40. Soit quand vous amènerez c'est vous. Bon. Maintenant, si c'est personne qui amène l'inscription, qu'il y en a un qui amène l'acheteur, eh ben, celui qui amène l'acheteur aussi, il a 40. Les autres, 20, etc. Vous voyez? Et ça, le client, il voit pas ça. Il n'y a pas de contrat. Lui, moi, j'ai le contrat qu'avec Jessica. C'est tout. Alors, on avance. C'est l'occasion de mettre ça au clair. Alors, on est où juste, Monsieur Saint, quand il y a 3 contrats, est-ce que c'est juste disons, un des 3, celui qui a amené l'acheteur, c'est lui seul qui touche la rétribution, n'est-ce pas? Exactement. Sauf si on a prévu quelque chose dans chacun des contrats. Par exemple, Alec, quand il a demandé aux 3 grands courtiers, et moi, je suis un grand courtier, je suis venu voir Alec, je lui dire, écoute, ok, je veux bien prendre un contrat de courtage non exclusif, mais seulement, moi, je veux mettre des moyens, je veux faire des grosses publicités, je veux pas faire ça pour rien. Donc, si jamais c'est l'autre courtier qui vend, lui, il aura sa commission, mais moi, je veux un frais forfaitaire de temps. J'ai le droit de lui demander. Et lui, peut-être ça l'intéresse. Il dit, Monsieur Pérez, il a peut-être plus de chances de le vendre. Et quand bien même, les 3 là, ils ont le plus de chances de le vendre. Si je rajoute la rétribution avec ce que je vais donner aux 2 autres, je serai gagnant. Et de toute façon, je vais les pousser à se battre pour vendre le plus vite. Celui qui va vendre le plus vite, lui, va avoir sa rétribution. Les autres, rien. Ou, s'ils ont écrit dans le contrat qu'ils ont une somme forfaitaire dans tous les cas, ils auront la somme forfaitaire. D'accord? Alors, on est quelle question? La question... Alors, ça, c'était la question 8. C'est Jessica qui a répondu. Il faut toujours s'enquérir pour savoir si oui ou non il y a déjà un contrat de courtage exclusif ou pas. C'était l'article 98. Alors maintenant, question 9. Pam, Perse. Bon, là, je vous dis la vérité, c'est des prénoms que j'ai utilisés en classe. Attends, est-ce que Fanny, elle était dans cette... Non, Fanny n'était pas dans cette classe. Parce qu'il y avait une étudiante qui s'appelait Pamela. Pourquoi je l'ai appelée Perse? Vous savez que Pampers, c'est des couches culottes pour les bébés.
Bon, mais parce il y avait deux filles qui se disputaient. L'autre, elle s'appelait Jolie ou J'aime, je me rappelle plus. Alors je l'ai appelée Jolly Jumper. Ça ressemble au cheval de Lucky Luke. Jolly Jumpers, quoi. Bref. Et elles se disputaient toujours en classe. C'est pour ça que j'ai donné leur nom peut-être à cette question, à une autre question. Alors en tout cas, Pam agit comme courtière immobilière inscripteur. Elle s'attend à ce que sa cousine Jolie Jem, qu'elle n'aime pas, dépose d'ici quelques jours par son entremise une promesse d'achat sur le même immeuble. Je vous rappelle, avant d'aller plus loin, c'est ça qu'on va étudier ici qui est très important, c'est que quand le courtier d'un acheteur rédige pour son client une offre d'achat, par exemple, aujourd'hui, je suis le courtier de Jessica, c'est l'acheteur, Jessica, elle veut acheter la maison, je suis son courtier. Je la rencontre aujourd'hui, je rédige une offre qui reflète sa volonté, le prix qu'elle propose, tout ça, elle signe, je signe en tant que témoin. Ça c'est maintenant, aujourd'hui, le 21 janvier, il est quelle heure? 15h03. Après, qu'est-ce que je fais de cette promesse d'achat? Ça sert à rien que je la regarde. Je téléphone à Félix, qui est le courtier de Soua. C'est Soua la vendeuse. Jessica, c'est l'acheteuse. Soua, c'est la vendeuse. Moi, je suis le courtier de l'acheteuse. Félix, c'est le courtier de la vendeuse. J'ai dit, Félix, prends-moi un rendez-vous avec ta cliente vendeuse Soua pour que je vienne lui présenter l'offre. Faites attention, s'il vous plaît, parce que vous êtes tellement sur la surchauffe et tout que vous croyez que tout se fait à distance et électroniquement. Ça se fait quelquefois. Mais à cause de la surchauffe, oui, on fait pratiquement, mais vous, à l'examen de l'OACQ, la présentation de la promesse d'achat est très importante. On a tout un cours qui s'appelle présentation d'une offre d'achat. C'est là où quand je vais aller présenter la promesse d'achat à Soua, naturellement, en présence de Félix, j'ai pas le droit d'aller présenter, de prendre contact avec Soua toute seule. Faites attention, hein, ça peut vous aider même dans un mini-cas de l'examen final de présentation d'offre d'achat. Je n'ai pas le droit d'aller voir Soua. Même si Félix ne me répond pas, je n'ai pas à aller voir Soua. J'appelle mon dirigeant d'agence, j'appelle l'OACQ, mais si par exemple Félix ne me répond pas, mais je ne peux pas joindre Soua. En tout cas ici, j'appelle Félix, je lui prends moi un rendez-vous avec Soua, il prend le rendez-vous, j'arrive, pas avec Jessica, tout seul. J'arrive, je dis bonjour, on m'accueille, on me fait asseoir, je présente l'offre à Soua. Je dis ben voilà ce que te propose ma cliente, je présente Jessica qui n'est pas là. Les aspects positifs, regardez, elle peut être souple, regardez la compte qu'elle met, regardez le prix qu'elle vous a proposé, qui reflète bien la valeur marchande, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est que je prends rendez-vous et je présente. Maintenant, c'est mon droit. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Pam, elle est comme Félix. Elle est la courtière du vendeur. Et elle n'aime pas Jolly Jumpers qui est comme moi, courtier de l'acheteur. C'est comme si Félix ne m'aimait pas. Alors imaginez que Félix me dise que Soua n'est pas disponible. Est-ce qu'il peut me le dire alors que c'est pas vrai? C'est ça la question. Pam lui répond faussement quand Jolly Jumpers dit qu'elle veut venir présenter une promesse d'achat. Pam lui dit que sa cliente n'est pas disponible avant une semaine. Que pensez-vous de l'attitude de Pam Perse face à la demande de Jolly Jumper? Qu'est-ce que vous penserez si Félix me disait ça? Est-ce que c'est contraire aux règles de déontologie? Oui. Qu'est-ce que dit la loi? Elle dit même pire que ça. Non seulement, on va le lire, c'est dans les 100 et quelques. 101 et 102. Voilà, très bien. 101, 100, on va avoir besoin aussi, mais le courtier ou le dirigeant d'agence, c'est-à-dire le titulaire de permis, ne doit pas retarder indûment, c'est-à-dire sans raison, la présentation d'une proposition de transaction. Proposition de transaction, c'est une PA. Hein. Donc voilà, 101, on me dit ça. Et en plus, 102, on dit
le titulaire de permis doit, dans les meilleurs délais suivant sa réception, présenter au contractant pressenti toute proposition de transaction qu'il reçoit. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, j'avais pas la possibilité de la présenter à soi, on va voir quelles sont les raisons, et que je l'ai donnée dans les mains de Félix, eh bien Félix lui-même, il doit tout de suite la remettre à soi. Il doit, sans délai. Mais ici, l'article vraiment, c'est le 101 qui s'applique. C'est le 101. Mais dans l'énoncé, il marque pas qu'elle est courtière, là. On dit juste que c'est sa cousine. Non, mais Jolie Jump, oui, d'accord, mais elle dit, agit comme quoi, elle s'attend à ce que sa cousine, qu'elle n'ait pas, dépose quelques jours par son entreprise une d'achat sur le même immeuble. Oui, t'as raison, je l'ai pas dit. Parce que il y a aussi l'article 90. Alors, attendez, tu as le droit d'utiliser des... Une seconde juste pour la prochaine fois que je vois, donne-moi 2 secondes. Ouais, t'as raison, je le mettrai. Pour moi, c'est le contexte, mais bon, à l'examen, ça sera précis. Mais t'as raison, je vais le changer pour la prochaine fois. Et les autres ont compris qu'elles étaient courtières toutes les deux ou pas? Bon, mais oui, les autres ont bien vu le contexte, mais t'as raison, je le mettrai plus clair. Non, ici, elles sont courtières toutes les deux. Alors maintenant, je sais pas, j'ai interrompu, je crois, Sébastien. Moi, je rajoutais juste qu'il y a aussi l'article 90 qui dit de ne pas user de procédés déloyaux et de faussement représenter de l'information qu'elle détient dans le but de nuire à un autre agent. Là, C'est bon. Non, je suis en train de le voir, il n'y a pas de problème. Oui, très bien, c'est plus général, mais ok, si tu donnes le 90 et le 101, c'est bien, parce que le 101, celui-là, il est incontournable. Enfin, mais d'ailleurs, tu donneras jamais l'article, mais tu vois, là, c'est très clair, il est précis. Le titulaire de permis ne doit pas retarder indûment la présentation d'une proposition de transaction obtenu par un autre titulaire de permis. Un autre titulaire de permis, c'est pour ça. Excusez-moi que c'est la 100. De toute façon, M. Perez, même si c'était un autre titulaire de permis ou ça serait juste une cliente potentielle, qui voudrait présenter une offre d'achat, on ne peut pas empêcher aucune offre d'achat de rentrer. Là. C'est ça, mais là on serait dans 102. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai, c'est pareil. Le 101, c'est que on peut pas, en gros, on peut pas empêcher une promesse d'achat qui vient d'un autre titulaire de permis et qui veut la présenter. On peut pas lui raconter des salades en lui disant attends une semaine. Et 102, même si on nous donnait, si le courtier de l'acheteur ou quelqu'un qui n'a pas de courtier, et un acheteur qui directement me donnait une offre à moi, le courtier du vendeur, pour la remettre à mon vendeur, je dois pas la garder dans le cartable et oublier ça. Et il y a des courtiers qui se sont fait condamner parce que ils ont fait manquer l'achat d'une propriété à leurs clients. Donc tout à fait, Caroline, je crois que c'est Caroline qui a parlé, si je me trompe pas. 101 et 102, suivant le cas. 101, c'est vraiment lorsque, comme je vous ai dit, le petit exemple que je vous ai donné, je veux présenter moi-même à soi en présence de son courtier et si lui me racontait des salades en me disant elle est absente une semaine. Et on peut rajouter le 90 qui est plus général parce que c'est déloyal. C'est déloyal, effectivement. Alors on a fini la 9, donc en 9, tout simplement, on peut dire que on pouvait répondre que ce n'est pas correct ou c'est répréhensible, etc. Parce que on peut dire aussi un courtier ne peut jamais retarder la présentation d'une promesse d'achat. Donc je répète, ce n'est pas correct ou c'est répréhensible. Un courtier ne peut jamais retarder la présentation d'une promesse d'achat. Bien sûr, c'est selon la loi sur le courtage. Ça serait une faute en déontologie aussi. Greg. Pardonne-moi, Jessica. J'ai écrit faute en déontologie.
il se doit de présenter sans aucun délai la PA. Oui, mais est-ce que faute en déontologie, c'est correct si je l'écris? Oui, on est dans la déontologie. Tout ça, regardez, c'est très bien de le rappeler, ça me rappelle votre examen. Quand je vous demandais, par exemple, quel était le rôle et la mission du comité de discipline. Il y en a très bien qui l'ont très bien dit. Mais il y en a encore quelques-uns, c'est quoi? C'est un tribunal, d'accord, le comité. Mais qu'est-ce qui juge? Qu'est-ce qui sanctionne? Quel type de faute? En déontologie. Eh oui, les fautes déontologiques. Ça veut dire quand tu respectes pas la loi sur le courtage. C'est ça que ça veut dire. Tu vois? Alors là, il y en a qui se mélangent encore malgré le beau dessin que vous avez fait avec le farcique. Ça n'a rien à voir le farcique, ou avec le comité d'indemnisation. Ça n'a rien à voir. Donc tout ça, tout ce qu'on est en train de voir là, vous avez raison, Jessica, mais je vous le précise, tout c'est de la déontologie. Tout est à chaque fois que quelqu'un a fait une faute depuis ce matin, il a fait une faute déontologique. Ça va? Alors, quelle question on est, s'il vous plaît? C'est 10, je crois, maintenant. Hein. Alors, Falbala, oh là là. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Je me souviens plus. C'est une autre étudiante. Agit comme courtière immobilière pour son client vendeur à l'intérieur. Alors, le vendeur, comme il est encore à la maison, je l'ai appelé à l'intérieur. Muriel, courtière de l'acheteur, à l'extérieur, il est à l'extérieur, il va acheter après, il va rentrer dans la maison, souhaite présenter une promesse d'achat au vendeur en présence de Falbala. C'est un peu le scénario de tout à l'heure. Alors, mais là, Falbala répond, elle dit pas que le vendeur n'est pas là, elle dit que son client ne veut pas recevoir les offres d'achat par d'autres courtiers et que toutes les offres doivent être remises au courtier du vendeur qui, lui, se chargera, Falbala, qui se chargera de les lui retransmettre. Qu'en pensez-vous? Non, d'après la loi, c'est l'article 100, je crois. Le courtier du vendeur ne doit pas empêcher le courtier de l'acheteur de présenter lui-même l'offre d'achat, certainement en présence du courtier du vendeur, mais sauf, c'est l'exception quand le vendeur lui-même lui dit qu'il ne va pas que les autres courtiers lui présentent cette offre-là. C'est très bien. Avec un écrit, un écrit. Moi, j'ai juste écrit, si cela est une requête écrite de son client, elle a le droit. Est-ce qu'on est obligé de donner plus de détails ou? Alors, voilà, Jessica, c'est bien que tu poses cette question. Toute la classe, regardez, il faut toujours revenir au contexte. Et tu vas savoir, ce que tu as dit n'est pas faux. Mais, on vous décrit une situation, on vous parle pas d'écrit. D'accord? Ça veut pas dire que tu as faux. Mais regarde bien, tu es un peu incomplète. On te décrit une situation. La première des choses, tu dois te donner un avis sur cette situation. Donc, tu dois dire ou bien non, ou bien dire oui, c'est possible, si sa cliente. Non, ou bien non, non, sauf, et là, tu vois, sauf si elle a un écrit à l'effet écrit du vendeur à l'effet que toutes les offres doivent passer par le courtier. Et là, tu as bien répondu. À la situation, tu dis, non, on ne peut pas faire ça. Et ensuite, tu dis, elle doit pouvoir le justifier par un écrit. Et ça, c'est super. On peut rien Attention, là, on est en train d'apprendre comment répondre. Vous allez voir, les examens vont être de plus en plus, c'est l'information, c'est l'énoncé, tout. Alors, on prend l'habitude. Good. Alors, on passe à la 11. Le syndic de l'OACIQ communique par lettre avec Claude, courtier immobilier résidentiel, afin de le rencontrer pour recevoir ses commentaires suite à la plainte qui a été formulée contre lui par un ancien client du nom de Tremblay. Claude ignore la lettre du syndic. Il lui répond pas tout de suite, il tient pas compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il communique directement avec le plaignant pour discuter du problème. Que pensez-vous de l'attitude de Claude? Donc, voyez-vous, un syndic qui vous appelle parce que vous êtes courtier et vous dit, écoute, t'as un client, monsieur, à l'extérieur, là, qui se plaint de vous.
répondez-moi à telle question. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de répondre au syndic, vous appelez le client, le plaignant, pour discuter du problème. Alors, après, soit vous le menacez, soit vous lui dites, on nous dit pas, mais est-ce qu'on a le droit? Ça, c'était choquant au début. Moi, ça m'avait choqué. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est incroyable. Alors, c'est l'article 108, je crois, ou 100, non, attends, vers les 110. Non, 109. Le titulaire de permis qui est informé qu'une demande d'enquête ou d'intervention, alors là, c'est une demande d'enquête, a été faite à son sujet, telle qu'une enquête par le syndic adjoint, etc., le service assistance ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l'enquête. Donc ici, il fallait juste répondre que Claude n'en a pas le droit d'un point de vue déontologique, tout simplement. Selon la loi. À part, Sam, est-ce que si une situation comme ça arrive, puis qu'on contacte l'OACIQ pour répondre à leur requête et tout, si on connaît bien le client puis que ça fait des années qu'on a travaillé avec, admettons, est-ce qu'on peut demander la permission à l'OACIQ de contacter directement notre client pour voir s'il y aurait moyen de régler dans l'amiable la cause en tant que telle? Alors, je peux pas vous dire non, parce que tout ce que deux parties veulent, vous verrez jamais dans la loi, vous allez voir, inscrit tout ce qu'on peut faire d'un commun accord. Et on peut le faire. Mais ici, c'est très peu probable. Non, ils vont nous l'accepter ou pas, ils vont nous dire que c'est non applicable. Pourquoi? Parce qu'on est rendu loin. Ah non, mais moi je parle pas pour l'examen, c'est juste que... Non, je sais, dans la vraie vie, ce que je veux dire, on est rendu loin. On est rendu loin quand on est chez le syndic. Si on est au service assistance, il n'y a pas de problème. Mais quand on est rendu au niveau du syndic, alors, je ne vous dis pas non. Ouais. Je vous dis pas non. Mais c'est peu réaliste. Mais c'est possible, bien sûr. Parfait. Si vous vous appelez le syndic, je suis sûr, j'ai pas eu l'occasion je voudrais juste, même, mais vous pouvez proposer même, en médiation avec le service assistance qui peut jouer un rôle pour éclaircir des choses, pour éviter des problèmes. Sinon, le syndic va vous poser des questions, va vous demander des documents. Et si ça se trouve, il vaut mieux expliquer tout ça au syndic qu'à votre client. Je sais qu'à voyez, parce que votre client, s'il est arrivé jusque-là, c'est qu'il a perdu un peu quelque chose. Ouais. Le syndic va très bien comprendre, mais personne ne peut vous empêcher de demander. Alors, on est où? Question 12. Vous êtes en train de compléter la déclaration du vendeur, c'est déjà 15h20. Vous êtes en train de compléter la déclaration du vendeur pour votre client. Lorsque vous lui demandez s'il y a eu un suicide dans l'immeuble, vous vous rappelez, la déclaration du vendeur, il y a cette question, y a-t-il suicide ou mort violente? Alors, il vous répond, non, jamais. C'est vrai qu'une personne a été abattue, mais ce n'était pas dans mon condo, mais dans le parking. Et ce n'était pas un suicide. C'était sans doute un règlement de compte suite à l'un des nombreux cambriolages qui ont eu lieu dans l'immeuble. Question A. Doit-il déclarer la mort violente? Oui. Oui. Suicide, mort violente, on doit. Alors, oui, mais attends, oui ou non? C'était dans le parking, ça fait rien? Non, car c'était pas dans son condo. Il ne s'agit pas de son unité à lui. C'est sûr. Obligatoire. Mais c'est partie de l'immeuble? Eh oui, ça fait partie de l'immeuble parce que c'est le même numéro de pratiquement de l'immeuble. C'est d'abord le terrain. Alors c'est bien. Dis ça. Je crois que c'est dans. C'est des aires communes, dans le fond. Là. Il y a un cadastre pour les aires communes. Oui, c'est ça. Et on a toujours une partie des parties communes. Vous avez raison. Alors attends. Quand on fera la révision de la copropriété division. Mais toi, tu l'as déjà fait, Sébastien, avec moi en DPA. Attends. C'est bien. La question, c'est bien, ouais.
Voilà, 85, le courtier, le titulaire de permis doit informer la partie qu'il représente, et toutes les parties, etc., de tout facteur dont il a connaissance qui peut affecter défavorablement les parties ou l'objet même de la transaction. Le 83, il dit qu'il faut pas dissimuler quoi que ce soit, mais en gros, on doit répondre. Hein, encore une fois, parce que quand on achète un condo, on achète une fraction divise et on achète un pourcentage des parties communes, une fraction indivise. Est-ce qu'il doit déclarer les cambriolages selon vous? Parce qu'il y a de nombreux cambriolages dans l'immeuble. Attention, ça peut vous aider à un examen ultérieur. Pas dans ce cours-là, mais plus tard. Moi, j'ai écrit non, à moins que l'acheteur le demande. Alors, je sais qu'a dit non. Je pense qu'on ne le savait pas personne, en fait. Je sais pas, moi je demande. Que non. Est-ce que vous, si vous achetez un immeuble, vous aimeriez savoir, condo, s'il y a beaucoup de cambriolage dans le coin? Oui, on aime ça. Oui. Je pense que oui, hein. Oui. Bon. Alors, pourquoi on pourrait dire non? Parce que la question n'est pas posée directement. Dans la DV, y a-t-il mort violente? C'est posé. Y a-t-il suicide? Oui, mais pas cambriolage. Par contre, il y a une clause spéciale, la D13, qui, elle, mais y a-t-il un facteur dans l'immeuble susceptible d'en diminuer le prix ou d'en augmenter les dépenses, etc. Vous vous rappelez de ça? Vous l'avez fait avec... non, vous êtes en train de la faire, la DB, dans le cours de qualité de construction. Vous l'avez pas encore vu? Non. Ah non, Alec, il ne me dit pas oui, moi, d'accord. D'accord, vous l'avez pas encore vu, vous allez la voir sans doute. C'est avec qui vous faites qualité de construction? Louise. Avec Louise. Vous allez la voir avec Louise. Si elle vous montre une déclaration du vendeur, il y a une clause, la clause D13, qui, elle, comme elle peut pas poser toutes les questions, alors dit bon, suicide, c'est dans une autre clause, avec mort violente, mais D13, c'est y a-t-il un facteur susceptible dans l'immeuble défavorable qui baisse le prix de l'immeuble ou qui en augmente les dépenses. Et là, on doit dire, par exemple, imaginons que vous ayez un train qui passe derrière votre jardin, il faut dire, c'est un élément défavorable d'entendre le bruit du train tous les jours, ou des choses comme ça. Puis cette clause-là, elle se trouve dans tous les contrats. Oui. Dans toutes les DV, les déclarations du vendeur, elles sont en D13, c'est parce qu'elles sont numérotées, c'est la D numéro 13, juste avant la D14, celle où on donne les précisions, vous allez voir, vous allez la faire avec Louise, ou vous allez la faire en contrat de courtage, ou même je vous en montrerai une, parce qu'on va faire un cas d'examen de l'OACIQ où il était demandé d'en remplir une, donc D13, mais comme il existe aussi la DVD, il y a la DV et la DVD. DV, c'est déclaration du vendeur pour les bungalows et tout ça. DVD, c'est pour les copropriétés divises. Alors, elle est un autre numéro. Hein? Il y a eu d'abord la DV, après il y a eu la DVD, et la prochaine, ça sera quoi, soit le Blu-ray. Après DVD, c'est Blu-ray. D'accord? Non, je plaisante. Voilà, je vous ai donné le numéro. Je me rappelle plus dans la DVD, comme la DVD est assez nouvelle, elle a 2 ans, mais j'oublie toujours le numéro, mais elle est après des 13. Je me demande, c'est pas des 16. Alors ici, on peut répondre oui ou non, les deux, on peut répondre. Oui, c'est oui aussi pour les cambriolages, bien sûr. Oui, on va écrire à D13. Y a-t-il un facteur susceptible de diminuer la valeur de l'immeuble? Oui. Et comme tu mets oui, tu dois aller toujours à la dernière clause D14 et préciser. Tu réécris D13 où j'ai répondu oui. Il y a eu des cambriolages dans l'immeuble entre telle et telle période. Tu donnes des précisions. Ça va? Donc, la réponse ici, M. Pérez, dans la B, ça serait à cause de la clause de détresse? Oui, mais vous n'allez pas écrire D13, mais oui, parce que, en fait, c'est toujours le même article, là, les 80 que je vous ai dit. Où est-ce qu'on a trouvé le 80? 5. Non, qu'est-ce que je raconte? 80. 5.
84, 83, tu vois, l'obligation porte sur l'ensemble des faits pertinents, il faut toujours informer, et la 85 surtout, comme vous disiez, puisque le titulaire de permis doit informer de tout facteur dont il a connaissance qui peut affecter défavorablement les parties. Parce que, vous voyez, ça c'est la base des formulaires. Pourquoi il y a une clause D13, Steve? Parce que justement, c'est 85 qui permet de faire une clause D. Hein, c'est la conséquence. Les formulaires sont la conséquence de la loi sur le courtage. Très bien. Comme ça, maintenant on voit bien le lien entre la loi sur le courtage et pour la respecter, on écrit les contrats et les formulaires de telle sorte qu'ils respectent la loi sur le courtage. Donc les réponses étaient oui pour petit a. On doit toujours déclarer des suicides ou des morts violentes. Et B, oui aussi, car cela constitue un facteur défavorable. Donc il faut toujours informer les parties. Moi, j'ai écrit aussi parce qu'il y a l'obligation de transparence. Oui, tu peux le dire aussi. On n'a pas de problème. Parce que la transparence, c'est de rien cacher. Un objet qui est transparent, il laisse passer la lumière. On est d'accord. Donc c'est très bien. Mais comme je disais à Jessica tout à l'heure, mais là, dans ce cas précis, on sait qu'il y a un élément défavorable. Alors il faut parler d'éléments défavorables. Il faut être si tu m'as écrit, on se doit d'être transparent aussi bien pour les facteurs favorables que défavorables, tu vois, mais il faut bien montrer qu'ici, il y avait un facteur défavorable. On se doit d'être transparent, surtout quand il y a un événement défavorable comme le cambriolage. Tu vois, c'est très bien. C'est très bien. Mais quand tu dis on est transparent, c'est bien aussi. Mais très bien si tu rajoutes surtout, tu comprends? Tu rajoutes surtout quand il y a un élément défavorable. Parce que c'est ça qu'on nous dit. Alors, le 13, vous êtes courtier inscripteur de votre client, le vendeur Jonas Belle-Humeur. Alors, imaginez là, vous êtes le courtier, quelle chance vous avez. Vous avez 3 personnes qui vous appellent, alors, et qui disent, ils ont des offres d'achat. Ils ont déjà vu avec leurs clients acheteurs, donc 3 courtiers. Enfin, je sais pas si c'est des courtiers. On a d'abord l'appel du courtier Alain Lebon. Il vous appelle le 1er juillet à 10h, le matin. Et il vous dit, écoutez, je vous demandez à votre vendeur s'il peut me recevoir le 3 juillet. On est le 1er juillet, mais mon acheteur ne revient que le 3 juillet. Il est en déplacement au travail. Je suis curieux, Alex, je sais pas, derrière, c'est des poulets, c'est du pain ou c'est des biscuits dans les cages? C'est du pain. Du pain. Hein, c'est quoi? Tu peux le dire? Du pain, hein, d'accord. Ouais. Je suis gourmand, mais bon, j'ai dit, c'est bon, je croyais que c'était des biscuits, on nous aurait distribué un petit peu. Donc, le 1er juillet à 10h, ce courtier vous appelle et dit, écoute, je peux pas venir aujourd'hui parce que mon client est en déplacement, il va revenir le 3 juillet. Dès qu'il revient, en gros, je vais lui faire rédiger une PA. Alors, je vous dis à l'avance que c'est la PA 1.1, mais elle n'est pas encore remplie, il faut tenir compte du contexte. Et dès qu'il vient, remplis la PA et prends-moi un rendez-vous le 3 juillet. Bon. Et puis, le même jour, le 1er juillet, vous avez rendez-vous avec le client acheteur Abel Abbott, qui lui n'a pas de courtier et qui vous demande ce 1er juillet, suite à son appel de 14h, de rédiger une promesse d'achat. Donc vous le rencontrez à 19h et là la promesse d'achat est rédigée le 1er juillet à 19h. D'accord? Ce client acheteur n'a pas de courtier. Après, dans la même journée, à 15h, vous avez la courtière Eva Bontrain qui vous appelle à 3h et elle dit, écoute,
j'ai déjà une offre complétée par mon client. Je suis prêt à la présenter à tout moment. Il suffit que tu me donnes 1 heure de préavis et j'arrive. Ça va? Maintenant, la question, c'est que on vous dit que le vendeur, il quitte pas sa maison. Il est disponible en tout temps pendant 3 jours. Alors, première question, est-ce que vous êtes obligé de présenter les promesses d'achat dans un certain ordre? Non. Non. On peut présenter toutes les promesses d'achat qui sont prêtes, sans ordre chronologique. Alors, moi, je suis d'accord avec soi. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. L'ordre, c'est qui est disponible. C'est tout. Qui est disponible. Ça dépend de la disponibilité du vendeur et du courtier de l'acheteur. Donc, par exemple, ici, à votre avis, quelle est la première offre qui va être présentée, selon vous? La PA111, la 2222 ou la 3333? Peut-être la 333. Oui, parce qu'Eva Bontrain, elle a dit, mon offre est prête. Si ton client est prêt, tu m'appelles, 1 heure après, je suis là. Donc, effectivement, compte tenu de ces circonstances, on va présenter le 1er juillet au plus tôt. Alors, sans doute, en fin d'après-midi. Et après la deuxième. La PA2, puis ensuite la PA1 parce qu'il y a rien. Exactement, la PA2. Pourquoi? Parce qu'elle va être écrite le même jour. Donc, je peux m'arranger. Je peux appeler mon client et je dis, écoute, j'ai 2 offres. J'en ai une que je vais avoir à 4-5 heures de l'après-midi par un client et la deuxième, elle peut être présentée par un courtier. Non, c'était le contraire, je m'excuse. La première, c'est une courtière qui peut venir te la présenter dès que tu es prêt. Et la deuxième, moi, je vais recevoir une offre d'une cliente. Je peux te la présenter ce soir ou demain matin, quand tu veux. Je peux revenir ce soir ou demain matin. Et la dernière, la PA111, elle sera présentée quand le client viendra dans 3 jours. Donc, il n'y a pas d'ordre spécial. Le seul ordre, en fait, est donné par la disponibilité des parties. Alors maintenant, vous allez aussi apprendre quelque chose d'important qui résulte du principe de collaboration. Question petit c. Quelles doivent être vos diligences, c'est-à-dire des diligences et des actions rapides, dès que vous apprenez l'existence de chacune de ces promesses d'achat? Si vous avez lu un petit peu... Aviser tous les parties, ça existe plusieurs PA comme concurrence. Et ouais. Ça, c'est déceler le contenu de PA. Très bien, dis-moi. L'obligation qu'on a, quand on va recevoir des promesses d'achat, à chaque fois qu'on apprend qu'on va recevoir une promesse d'achat, on doit informer toutes les parties intéressées à l'immeuble. Tous les personnes qui ont visité l'immeuble, par exemple, et qui ont dit « je suis intéressé par l'immeuble ». Ils ont écrit sur le registre des visites libres « je suis intéressé, tenez-moi au courant, mon courtier va vous appeler ». Ou les courtiers qui ont visité et qui vous ont dit « tiens-moi au courant ». Ou les courtiers « mon client, ça peut l'intéresser, je vais te rappeler ». Ou les courtiers qui vous disent « bon, on voudrait visiter ». Même qui n'ont pas encore visité, dès qu'ils ont manifesté un intérêt pour l'immeuble, eh bien, on est obligé, dès qu'on va recevoir une offre, d'appeler tous ces gens-là. Et pourquoi? Pour donner la chance à ce que ces gens-là amènent des offres aussi, pour donner le meilleur prix à notre client. Vous voyez? Donc, à la suite du téléphone de, je sais pas, le premier qu'on a, c'est Alain Lebon, le premier qui nous appelle. Là, on revoit le premier qui nous a appelé. À la suite d'Alain Lebon, qui on va appeler? Ben, on peut pas appeler les 2 autres parce qu'ils ne se sont pas manifestés. Mais on va appeler peut-être des gens qui avaient déjà visité, qui étaient sur le registre des visites libres. Mais quand mon client personnel, là, qui veut me présenter la 2222, il m'appelle, le client Alain, je vais appeler Alain Lebon. Faut que j'appelle Alain Lebon pour lui dire, hey, je vais recevoir une offre. Puis quand Eva Bontrain va m'appeler, eh ben, je rappellerai Alain Lebon, Abel et toutes les personnes. Je le refais à chaque fois qui étaient sur le
intéressé sur le registre des visites libres. Donc, rappelez-vous, dès qu'on reçoit une offre d'achat, on doit informer les parties intéressées à l'immeuble. Très bien, Dignois. Tu as bien lu ta leçon. Alors, Jean est courtier hypothécaire, je crois qu'on va laisser tomber. Attends. Laissons faire. Bon. Alors, par contre, Q15, vous barrez 14 parce que c'est courtier hypothécaire. Question 15. Pedro Binet. C'est un joli prénom, ça. Pedro Binet, hein. Robinet. Et courtier immobilier, et c'est pas des bonnes blagues, hein, au Québec. Il faut que je change de blague. Pedro Binet, courtier immobilier, et sur sa carte d'affaires, il a indiqué qu'il était spécialiste en vérification de plomberie. Alors, est-il en droit d'indiquer ces mentions sur sa carte d'affaires et à quelles conditions? Moi, j'ai indiqué oui, à condition que celle de courtier immobilier soit en premier lieu. Alors, on va écouter. Jessica a dit à condition que le courtier immobilier soit en premier lieu. Je sais pas, moi, je dis non, car c'est dans la carte d'affaires du courtier, il y a une obligation spéciale des mentions qui doit être figurée dans cette carte. Ok. Alors, c'est une réponse entre les deux. C'est-à-dire que, d'abord, premièrement, on peut pas mettre sur la carte d'affaires, mélanger les deux métiers sur la même face, sur le recto, parce que, effectivement, il y a des mentions obligatoires. Ça risque d'être mêlant, donner de la confusion au client. Mais donc, ça veut dire, on peut effectivement le mettre à l'endos. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui font leur carte d'affaires avec derrière, ils mettent leur diplôme, maîtrise en ceci, cela, spécialiste en immeuble à revenus, etc., etc. Mais au dos. Et encore là, c'est le même métier. Là, c'est un métier différent. Bon. Mais de toute façon, comme c'est au dos, au berceau de ce qu'on a mis en courtage immobilier, c'est lié d'une certaine façon. Alors, à partir du moment où on met ça, on peut, au dos, mais il faut le prouver. On peut pas se dire spécialiste, il faut qu'il y ait, je sais pas moi, il faut qu'il y ait un diplôme, une formation qu'on a reçue qui mentionne qu'on a eu une attestation de spécialiste. En fait, c'était juste un exemple pour vous parler de l'article 113. Ça, c'est important. L'article 113, il dit: le titulaire de permis ou quiconque fait la promotion de services, de courtage immobilier, etc., ne peut faire ou permettre que soit faite une représentation. Donc une représentation, c'est sur une carte d'affaires, la publicité, c'est sur le journal. Ou de la publicité qui laisse croire, mais c'est pas ça qui nous intéresse, laisse faussement croire qu'il détient un titre de spécialiste. C'est pour ça que je vous ai mis ça. C'est pour vous rappeler que ça soit spécialiste en robinet ou en immeuble à revenus ou en tout ce que vous voulez, il faut pouvoir le prouver. Donc, il y a une règle qui dit, il faut que tout ce que tu dis, ça soit quantifiable et vérifiable. Tu peux pas dire, je suis le numéro 1 RIMAX. Tu peux le prouver? Non. Par contre, tu peux prouver que tu as été le numéro 1 RIMAX au Québec l'année 2007. Alors, il faut toutes tes précisions. L'année 2007-2008. Tout ce que tu dis, il faut que ça soit quantifiable et vérifiable. Y compris si tu dis que tu es spécialiste de quoi que ce soit. Donc, dans la réponse, je dirais, est-ce qu'il est en droit d'indiquer ces mentions dans sa carte d'affaires? Oui, mais à condition de pouvoir le prouver. Et d'un point de vue pratique, on le mettra derrière pour pas amener de confusion. Émile. Ah oui, ça c'est arrivé à un moment, ça. Je sais pas si ça continue en ce moment. Question 16. Émile est un courtier immobilier. Dans sa publicité, il affirme que
lui confier la vente de votre maison, c'est une affaire sûre et il vous garantit le résultat. Est-ce que cette publicité est conforme aux règles en vigueur? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Valérie. Non. Non. Moi, je pense non. Ouais. Non. Pourtant, il y en a eu dans les journaux dernièrement. Hein. L'année dernière, il y en avait plein. J'ai pas vu cette année trop les journaux. Mais en fait, s'il s'agit d'un courtier inscripteur, probablement qu'il va avoir la facilité à vendre n'importe quoi en ce moment, avec des marchés en surchauffe. Donc, ça serait vrai. Alors, en fait, moi, je crois qu'on pourrait dire, en fait, s'associer avec nous est un, je me rappelle plus. j'ai perdu en écoutant Félix parler, je me rappelle plus. En voulant dire qu'en fait, c'est un coup sûr, si on veut dire, on peut dire, mais on peut pas parler de la vente. C'est une affaire assurée ou quelque chose comme ça, mais sans dire une vente assurée. Exact. On peut pas promettre ou garantir quelque chose dans le futur qu'on ne sait pas que si ça va être un succès ou non un succès. Là, personne ne le sait. Là. On peut pas garantir quelque chose qu'on ne sait pas. C'est ça le mot que je cherchais en fait. Un succès assuré, mais Ouais. on peut pas nécessairement dire vente. Parce que ça laisse croire. ouais, parce que quand On peut avoir du succès dans autre chose sans que ça soit la vente. Là, si on parle de la vente à la démontrer ou il y a plusieurs choses qu'on fait dans le courtage sans juste vendre. ouais. En fait, de toute façon, vous avez tous vu que on peut pas promettre, ou alors si on promet, il faut assumer les conséquences. Donc, en fait, s'il dit que lui confier sa maison, c'est une valeur sûre, il faut qu'il la vende. Or, on sait très bien, d'ailleurs, on est payé, on n'a pas une obligation de résultat. Est-ce qu'on est obligé de vendre une maison? Est-ce que si Jessica me confie sa maison et que j'arrive pas à la vendre, est-ce que j'engage ma responsabilité? Non, parce que on sait tous que je ne suis payé que si je la vends. Donc j'ai une obligation de moyens. La règle de la rétribution du courtier immobilier a pour conséquence que c'est très clair que l'obligation du courtier, c'est pas une obligation de résultat. Il n'est pas obligé de vendre. Il est obligé de prendre tous les moyens pour vendre. À partir du moment où il a fait les visites libres, tout ça, il n'y a aucun problème. Donc, Jessica, je n'ai pas vendu, elle va prendre un autre courtier. Seulement si moi, courtier, je veux changer mon obligation et dire je vous garantis que je la vends, pas de problème. Mais il faut que je précise. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de combien de temps? Si elle n'est pas vendue, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des courtiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont engagés, au terme du contrat, à acheter eux-mêmes la propriété. Vous n'avez pas vu ça? Il y en a eu beaucoup à un certain moment. Et ils l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Mais le problème ici, si tu vends la maison, il n'y a pas de problème. Si tu la vends pas, il faut que tu l'achètes. Mais pour pouvoir l'acheter, il faut avoir l'argent. Alors, disons que tu le fasses une fois. Disons que tu le fasses deux fois. Bon, l'argent, je parle de financement. Il faut avoir une mise de fonds. Eh ben, il y a des courtiers qui se sont retrouvés comme ça dans une situation catastrophique. À avoir pas pu vendre deux maisons, c'est s'être endetté pour en acheter deux et continuer à promettre, hein, c'est un petit peu comme le Madoff à un certain côté, hein, pyramide, et aller chercher du financement qu'ils n'ont pas pu avoir. Donc c'est pour ça, ce n'est pas interdit par la loi, parce que la loi, elle dit, si tu vois l'article 110, un service doit, ou un bien, un service doit être conforme aux déclarations, aux messages publicitaires relatifs à ce service. Donc si c'est conforme, si je te dis que je te donne un costume rouge, eh ben je dois te le donner. Je te dis que je vends la maison, je dois la vendre. Bon. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que je précise les modalités. À quel prix je t'achète la maison? Où il y avait un peu anguille sous roche, c'est que une fois qu'on a dit, les courtiers disaient si on la vend pas, c'est moi qui te l'achète. Ils précisaient pas à quel prix, ou c'était écrit en tout petit. Et comment elle était payée, et combien de temps après on va chez le notaire.
tout ça, les pauvres, les acheteurs les découvraient au fur et à mesure. Mais légalement, c'est possible, mais il faut tout préciser. Si jamais quelqu'un vous le propose, si vous êtes acheteur vous, ou si vous voulez le faire à vos clients, ben rappelez-vous de ce qui s'est passé pour ces courtiers-là. C'est pour ça que on en voit encore, on en voit, mais bon, là, j'ai pas bien regardé dernièrement, mais je pense qu'il y en a, mais à un moment, il y en avait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, moins. Alors, 17. Ben, ça, on a vu. Ouais, après 3 ans d'activité professionnelle au service d'une agence, vous décidez de démarrer votre entreprise de courtage immobilier. Quelles seront les mentions que devra contenir votre carte professionnelle? Vous vous rappelez? Alors, dites-moi. On l'a fait en classe, hein? Dirigeant d'agence et courtier immobilier. Non, quelle mention devra votre carte d'affaires, hein? Donc après, là vous êtes, si vous démarrez votre entreprise de courtage immobilier, mais là on voulait dire en fait que vous agissiez à votre compte. Si vous quittez l'agence, vous allez à votre compte et que vous voulez maintenant refaire vos cartes de visite. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre carte? Agissant à son compte. Alors, premièrement, votre nom tel qu'il est sur le permis. Deuxièmement, la mention de votre permis, vous avez raison, la mention de votre permis, mais surtout, par exemple, si vous êtes que résidentiel ou les deux, courtier immobilier. Le fait qu'il n'y ait pas d'agence, ça veut dire que vous agissez à votre compte. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais si vous voulez l'écrire. Alors donc le nom et la mention du permis tel que sur le permis, puis après naturellement vous pouvez ajouter votre adresse, l'adresse, le numéro de téléphone. Si vous étiez un courtier qui agit pour une agence, il y a une chose de plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est le nom de l'agence à laquelle on est affilié. Oui. Le nom de l'agence exactement tel qu'il est sur le permis de l'agence. Ça va? Bon, Monsieur Perez? Oui. La mention du permis, c'est pour un courtier indépendant, ça serait autonome? Courtier autonome? La mention, alors tu sais quoi, ce que je vais faire? Donne-moi une seconde. Est-ce que quelqu'un a fait la 18, oui ou non? Non, d'accord. Là, c'est écrit qu'on n'arrivait pas à rentrer, à écrire sur les formulaires. D'accord, ok. Alors, ça veut dire que je vous les poserai pas à l'examen parce que j'aurais voulu. Alors, donc, donne-moi une seconde, je vais te montrer. Je vais vous montrer. C'est Caro qui m'a posé la question. Je vais aller, ou Isabelle, je sais pas. Des fois, je les confonds. Non, c'est Caroline. Caro. Alors, donnez-moi une seconde, Caro. Je vais aller vous le montrer tout de suite. Ah, voilà, ça y est. Ne vous inquiétez pas pour si on n'a pas le temps de les faire pour aujourd'hui, je vous les poserai pas l'examen, cet avis de divulgation, mais on les fera plus tard, on les fera dans le cours de DPA, le premier, hein. Le deuxième, on a déjà fait un exemple. Je pourrais juste vous dire la différence. Alors,